Voilà, on va commencer. Hein. On est presque à l'heure. Donc, je vous remercie d'être venus nombreux pour écouter Bruno Mess. Donc, je vous rappelle que la prochaine conférence, elle aura lieu un mercredi. Le mercredi 18 mars. Hein, donc, à partir de... C'est la dernière séance, en fait, qui a lieu un jeudi. La prochaine aura lieu donc le mercredi 18 mars. Donc c'est la québécoise Sophie Imbeau qui viendra nous raconter dans quelles circonstances la France a perdu le Canada du traité de Paris 1763. Ensuite, on aura une conférence sur le patrimoine industriel de Saint-Quentin. Ce sera aussi un mercredi. Ce sera le mercredi 15 avril. Et la dernière conférence, ce sera un vendredi. Le vendredi 22 mai. Et ce sera une conférence sur Coucy-le-Château. Hein, et sur, il y a une reconstitution 3D qui a été faite et elle nous sera présentée. Voilà. Hein, donc, retenez bien, donc un mercredi la prochaine fois, puis un vendredi pour la dernière séance. Alors, on a le plaisir d'accueillir ce soir. Il y a encore des places. Hein, il y a encore des places. Hein, restez pas debout, hein, il y a encore des places devant. Et puis, de toute façon, on a encore une chaise là. D'ailleurs, oui, je vais peut-être la récupérer. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir ce soir Bruno Mess. Alors, Bruno Mess, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Bruno Mess, il est originaire de la région, hein, il est originaire du Lannoy, il a fait ses études secondaires au lycée Paul Claudel de Laon, hein, il y a quelques années. Et donc il a débuté comme professeur d'histoire et de géographie dans un lycée de Reims, puis après il est allé à l'UFM de Strasbourg, à l'université de Reims, et enfin à l'université de Lorraine, à Nancy, donc où il est maître de conférence en histoire moderne. Et il a consacré sa thèse de doctorat au pèlerinage Mariot, et en particulier au pèlerinage de Notre-Dame de Liesse, hein, dont il est un grand spécialiste. Il a consacré plusieurs ouvrages au pèlerinage de Notre-Dame de Liesse. Alors là, il vient de soutenir son habilitation à diriger des recherches, et il l'a consacré au livret de pèlerinage. Et donc à cette occasion, il a pu travailler sur les imprimeurs de langue. Alors, il va nous parler de ses découvertes sur un sujet qui est peu exploré. Hein. Bon, mis à part, enfin, c'est quand même une tradition dans la Société historique de Haute-Picardie, parce que le fondateur de la Société historique de Haute-Picardie, le comte Enzel d'Ormois, était aussi un spécialiste des imprimeurs. Et donc, je vais laisser la parole à Bruno, donc, qui va nous parler des imprimeurs de Laon au XVIIe et au XVIIIe siècle. Merci. Merci beaucoup, Éric. C'est avec une grande émotion que je prends la parole dans cette pièce, puisque la première fois que j'ai pris la parole, c'était le 18 juin 1985. Je présentais mon mémoire de maîtrise consacré au dernier évêque de Laon. Et donc, je remercie la Société historique de Haute-Picardie de m'avoir invité. Je remercie Éric. Nous nous connaissons, comme il a dit, depuis longtemps, puisque nous avons passé les concours ensemble. Il y a de ça fort longtemps. Donc, voilà ici le premier imprimé réalisé à Laon en 1661. 1661 par rapport à la découverte de l'Amérique, à la découverte de l'imprimerie par Gutenberg, c'est très tard. On peut se demander pourquoi dans cette région qui est bien alphabétisée, puisque vous voyez ici en grisé ou en noir les nombres de conjoints qui savent signer sous l'Ancien Régime leur acte de mariage. Donc, c'est une enquête du recteur Maggiolo. Donc, il a fait faire à ses instituteurs une enquête dans les années 1870. Donc là, vous avez le résultat à la fin du XVIIe siècle. Et là, vous voyez encore, un siècle plus tard, juste avant la Révolution française, cette ligne Saint-Malo-Genève, au nord de laquelle les gens sont très alphabétisés. Donc on peut se demander pourquoi les imprimeurs sont-ils arrivés aussi tard
Allons. Donc, si vous voulez, je vous présente mon plan. On ne va pas tout de suite se consacrer aux imprimeurs de Laon. On va commencer par voir pourquoi des imprimeurs à Laon. Donc, on va présenter le contexte dans un premier temps. Donc, pourquoi les imprimeurs à Laon? Parce que au XVIIe siècle, les gens se mettent à avoir besoin d'écrire, parce que la religion catholique pousse à l'éducation également. Et puis, on verra dans un deuxième temps les imprimeurs de Laon. Et dans un troisième temps, on verra, plutôt que de prendre les livres les uns après les autres, on verra comment les livres sont en quelque sorte consommés, utilisés par les personnes. Donc, dans un premier temps, je dirais que de 1680 à 1800 en Europe, la population a multiplié par 2, les objets de la vie quotidienne par 4 et les lecteurs par 10. Donc, si vous voulez, à partir du XVIe siècle, à partir de la réforme protestante, mais les protestants sont peu nombreux, ils sont 10% en 1559, en 1590 ils sont 5%, donc ils sont très peu nombreux, mais ils ont joué un rôle important malgré tout, mais aussi grâce à une autre réforme, la réforme catholique du Concile de Trente, eh bien, le livre se développe. Le livre devient un moyen d'échange très important, donc ça explique, entre autres, l'arrivée d'Agran Renson, dont on parlera dans un deuxième temps, qui donne une bonne formation intellectuelle et spirituelle aux fidèles, parce qu'on pense à cette époque-là que si on veut aller au paradis, eh bien, il faut connaître les vérités de la foi. Au XVIe siècle, c'était moins net, disons. Donc, tout d'abord, on souhaite être éduqué. Et qui s'occupe de l'éducation? Eh bien, ce sont les ordres religieux. Qui s'occupe des petites écoles? Ce sont les ordres religieux. Vous savez qu'il y a 3 choses que Dieu le Père ne connaît pas. Premièrement, ce que va dire un dominicain quand il monte en chaire. C'est une plaisanterie. Deuxièmement, ce que pense un jésuite. Et troisièmement, le nombre de congrégations féminines religieuses. Donc voilà, au début du XVIIe siècle, foisonnement de congrégations. Et donc, par exemple, tout près de là où j'habite à Reims, les sœurs de Saint-Enfant de Jésus, dont on utilisera les archives tout à l'heure, eh bien, sont fondées par Nicolas Roland. À Liesse, par exemple, les Dames de Saint-Maur sont fondées par une autre personne. Donc, une foule d'imprimeurs s'installe dans les villes. Mais les villes ne sont pas touchées par le livre de la même manière. Comme vous le voyez ici, les villes les plus touchées par l'imprimerie, ce sont les villes qui sont au nord de la ligne Saint-Malo-Genève. Donc, il est important d'apprendre à lire. Je dis bien à lire et pas à écrire, parce qu'il est important que les personnes connaissent les vérités de la foi. On a quelquefois l'impression que un simple berger, au XVIIe siècle, ne peut pas savoir lire. Eh bien, c'est faux. Les simples bergers, ou quelques simples bergers, en particulier au nord de la ligne Genève, savent lire. En revanche, ils ne savent pas écrire. Par exemple, tel berger, un peu pris par son ouvrage de lecture, laisse ses moutons manger l'herbe dans le champ du voisin. La maréchaussée arrive, il a le livre entre les mains, on lui demande de signer, il ne sait pas signer. Donc, vous voyez, ça n'est qu'une semi-alphabétisation qui se met en place à ce moment-là. Mais l'imprimerie, c'est beaucoup plus qu'une simple culture orale. C'était ça, Éric a parlé des 596 livrets de pèlerinage que j'ai étudiés, qui concernent 216 sanctuaires en France. Si vous voulez, après avoir étudié trois grands sanctuaires nationaux que le roi utilisait pour créer une unité à la France, c'est-à-dire Liesse le plus grand, Saumur, qui aujourd'hui n'est plus guère connu, le troisième, moins connu sous l'Ancien Régime et qui aujourd'hui est le plus connu, c'est Notre-Dame-du-Puy,
eh bien, ces trois sanctuaires frontières ont aussi joué un rôle politique. Donc, après avoir étudié ces trois sanctuaires frontières, eh bien, je passe maintenant à 596 livrets de pèlerinage. Donc, comme je le disais, l'écrit transforme beaucoup de choses. Nous vivons actuellement dans une civilisation de l'écrit, mais l'écrit a transformé beaucoup de choses. Par exemple, l'écrit, ça veut dire également que ce qui arrive jusque dans le fond des campagnes, c'est la civilisation de la ville. Les campagnes étaient fortement marquées par une culture orale, alors que la ville concerne une autre culture, une culture plus raffinée. Même sur le plan de la théologie, la ville a une culture plus raffinée et par des sanctuaires qui sont dans le fond des campagnes, eh bien, grâce à cet écrit, grâce à cette diffusion de la piété mariale, eh bien, la théologie, par exemple, devient plus raffinée. Donc voilà, parmi les causes, nous venons de voir que la religion pousse à une certaine éducation. Donc, autre raison également, autre chose importante dans ce contexte, c'est que la production des livres augmente de manière importante. Donc, le livre, c'est ce qui est intéressant quand on étudie le livre, c'est que quand on étudie le livre, c'est, comme disent les historiens, on va de la cave au grenier. La cave, c'est-à-dire le substrat économique, et ensuite le substrat économique, c'est-à-dire il faut trouver du papier, il faut avoir des presses, etc. Mais ensuite, sur le livre, on met des choses, et dans ce cas-là, on monte vers un étage supérieur, c'est-à-dire vers l'étage culturel. Donc le livre, c'est un produit commercial, comme tout produit commercial. Le livre porte un nom d'imprimeur, un texte, une approbation, un prix. Et donc, à partir des années 1600, et surtout à partir des années 1680, les livres deviennent de plus en plus nombreux. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, un tirage comprend à peu près 1500 à 2000 ouvrages. À partir de 1500 à 2000 ouvrages, cette fois, l'éditeur rentre dans ses frais. Mais vous savez qu'il y a une autre chose qui guide la distribution des livres, c'est la législation royale. Or, à partir de 1777, tout ouvrage qui a déjà été imprimé, donc on entre dans le régime des permissions simples, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de demander au roi de pouvoir imprimer tel ouvrage. Donc tous les livres déjà imprimés auparavant, comme par exemple chez Agrand-Renson en 1708, donc voilà, ma belle-mère m'a offert ce livre quand j'ai commencé à travailler sur Liesse. Donc c'est le livre du chanoine Villette, qui était donc archidiacre et qui était aussi recteur, enfin disons, on disait chanoine trésorier de la basilique, pas de la basilique, de la chapelle miraculeuse de Liesse. Eh bien, il n'a plus besoin de demander l'autorisation, puisque cette fois les décrets lui permettent de rééditer le texte. Il n'est plus là pour le voir en 1777, mais c'est un ouvrage qui s'est très bien vendu et qui se vend jusque vers 1880. Donc il y a eu beaucoup de tirages du Villette, et donc jusque dans les années 1870. Alors, ces ouvrages, comment sont-ils diffusés? Donc, ces ouvrages sont diffusés de différentes manières. Vous savez, pour qu'un livre se vende, et je suis en train de chercher un éditeur, je crois que je l'ai trouvé, ça c'est le résumé de mon habilitation à diriger les recherches. Donc je lui ai fait subir une cure d'amaigrissement, et maintenant elle ne pèse plus que 800 000 signes, donc c'est tout à fait publiable, mais auparavant ça en faisait le double, donc un éditeur n'en aurait jamais voulu. Donc
il y a plusieurs réseaux de vente. Donc vous savez que pour un livre se vendre, tout d'abord, il faut qu'il y ait des gens pour l'acheter. S'il n'y a personne pour l'acheter, le livre ne se vend pas. Par ailleurs, il faut également que ça corresponde à la pastorale du temps. Si vous écrivez un livre en 2015 du style de ce qu'on faisait en 1880, il y a fort peu de chances que le livre se vende. Donc il faut à la fois un public, un auteur, mais aussi quelqu'un qui imprime. Il faut qu'il y ait ces trois choses-là. Alors pour les prix, en fait, puisque je me suis particulièrement intéressé aux livrets de pèlerinage, eh bien, les livres de pèlerinage coûtent moins cher que, par exemple, les ouvrages de médecine, qui, eux, coûtent très cher. Même les livrets les grammaires coûtent aussi très cher. Donc les livres se diffusent par les sanctuaires, comme aujourd'hui, si vous allez à Liesse, vous trouverez des livres à vendre sur le pèlerinage de Liesse. Autre possibilité également, c'est cette personne, le colporteur. Le colporteur qui, dans sa hotte, a deux types de choses. Tout d'abord, du linge et aussi des petits livrets. Vous connaissez la ville de Troyes. Peut-être allez-vous faire vos courses quand il y a des soldes à Troyes, dans les magasins d'usine, mais Troyes était très connu aussi sous l'Ancien Régime pour ce qu'on appelait la littérature bleue de Troyes, une littérature de colportage. Donc des personnes, des imprimeurs au début du XVIIe siècle, ont une idée géniale de faire des livres à très petits coûts. C'est pour ça qu'on appelle ça la littérature bleue. Avec le bleu, c'était la couverture des livres qu'on n'utilisait plus. Donc, le colporteur va, dans les campagnes, diffuser des ouvrages qui se vendent un sou pièce. Donc, que tout le monde peut acheter à l'époque où une personne gagnait par jour 20 sous pièce. 20 sols pièce. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais entrer plus directement dans le vif du sujet. Et comme l'a dit Éric, Enzal Dormois a publié un livre sur les imprimeurs de Laon, mais il a oublié de dire que Enzal Dormois avait été aussi élève au petit séminaire de Liesse, avec l'évêque qui était l'évêque de Soissons dans les années 1930, c'est-à-dire Monseigneur Menché. Donc les deux se trouvaient dans le petit séminaire de Liesse jusqu'à ce qu'il soit, disons, supprimé en 1905. Donc les anciens imprimeurs de Laon, tout d'abord, le premier qui est arrivé, le seul qui existe entre 1661 et 1708, c'est Agran-Renson. Donc, Agran-Renson, entre Allan en 1661, mais Laon a du retard par rapport à Saint-Quentin, par exemple. Puisque depuis Saint-Quentin, il y avait déjà un imprimeur qui était installé dans cette ville. Donc voilà, il s'établit à Laon. Du coup, il reçoit des privilèges. Par exemple, le corps des échevins de Laon lui donne des privilèges. Par exemple, il est exempté. À l'époque, il n'y avait pas de caserne. Même s'il y a peut-être des casernes, mais à Laon, il faut attendre le dernier évêque de Laon, sur lequel je fais ma maîtrise, pour qu'il y ait des casernes qui s'installent à Laon. Auparavant, avant Louis XIV, les soldats logeaient chez l'habitant. Donc voilà, Agran, c'est la corruption, si j'ose dire,
d'Enguerrand. Il était né donc à Sedan en 1635. Alors pourquoi Sedan? Quel lien y a-t-il entre Sedan et le livre? Vous savez que Sedan est entré très tard dans le royaume de France, en 1642, et dans la mesure où cette principauté était autonome, ne faisait pas partie de la France, eh bien, une académie protestante s'était installée. Et vous savez que pour les protestants, le livre, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il fait son apprentissage à Charleville et il s'installe ensuite à Lambes. Il fait un tour de France également, à Paris, Orléans, Bourges, en Hollande, et il se présente même dans les Provinces-Unies, puisqu'il a participé aussi, il a fait son tour de France, ou son tour d'Europe, chez un grand éditeur qui s'appelle les Elzévirs. Donc voilà, il s'installe à Laon, c'est le premier à avoir publié l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, la Sainte Face de notre Seigneur au monastère de Montreuil-les-Dames et maintenant au bas de Laon. Vous connaissez la Sainte Face. La Sainte Face est dans la cathédrale de Laon, mais au départ, ce monastère était en Thiérache. Mais comme il y avait des incursions sans cesse d'Espagnols qui étaient propriétaires, enfin, qui étaient bien installés dans les Pays-Bas du Sud, donc dans l'actuelle Belgique, si vous voulez, le monastère s'est déplacé et il s'est installé au bas de Laon. Alors, quelle était la spécialisation de cette Sainte Face de Laon? Eh bien, vous voyez, il est installé au monastère de Monstreuil. Donc, bien souvent, la spécialisation des saints, la spécialisation des reliques, se faisait en raison de jeux de mots. Donc, les personnes qui faisaient un pèlerinage à Montreuil, eh bien, c'était des personnes qui avaient des problèmes avec leurs yeux. C'est comme ça je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des lunettes dans cette assistance. Donc, si vos lunettes commencent à baisser, eh bien faites un pèlerinage à la cathédrale de Laon à la Sainte Face. Mais ensuite, avec la Réforme catholique, leur relation avec la Sainte Face devient beaucoup plus spirituelle. Au départ, vous le savez, on fait un pèlerinage pour guérir de quelque chose, mais avec la Réforme catholique, les choses sont spiritualisées. Mais je n'ai pas le temps de développer. Quand mon texte sortira, je viendrai vous le présenter si c'est possible, si vous le permettez. Donc voilà le premier ouvrage qui a été imprimé à Laon. Et vous allez voir aussi que les imprimeurs, ce sont des personnes qui se marient entre elles. Il y a une forte endogamie parmi les imprimeurs. Et ce qui est certain aussi, c'est que Renson a été la personne qui a publié le premier, je ne dirais pas le Villette, mais les Villettes, parce qu'il y avait le gros Villette comme ceci, qui se vendait 30 sols, par rapport aux ouvrages de la bibliothèque bleue de Troyes qui se vendaient 1 sol, c'est beaucoup. Pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir la première partie qui présente la partie historique, c'est un peu moins cher. Mais il existe aussi... Tu peux m'apporter ce qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas voulu Voilà, ça c'est le petit Villette. Je n'ai pas voulu, dans la mesure où ça a été collé, je n'ai pas voulu décoller les choses. Et donc, ça c'est le Villette en petit exemplaire, donc qui lui ne coûte que 5 sols. Vous voyez, on passe de 30 sols à 5 sols. Et donc celui-ci a été imprimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusque dans les années 1870, avant qu'un érudit, que 2 prêtres érudits de Liesse ne publient ce qui fait la base, ce qui a longtemps fait la base
de l'histoire de Liesse, c'est-à-dire les frères Duployé. Donc, ensuite, sa veuve lui succède et son neveu prend sa suite. Donc, son neveu s'appelle Caton, François-Joseph Caton. Donc, c'est un typographe qui fait son apprentissage à Soissons, puis il revient dans sa ville natale. Donc, voilà. Il reprend la succession de son oncle, mais en fait, il ne reste pas très longtemps, et c'est surtout François Meunier qui, lui, va rester plus longtemps. Donc, François Meunier, Caton n'a pas réédité le Villette, mais c'est surtout François Meunier qui a réédité le Villette. Donc, il a réédité le Villette, et ce qui est important à Laon, c'est qu'à Laon, il y avait un évêché. Vous savez que, en fait, les imprimeurs de l'Ancien Régime, pourquoi n'y avait-il pas d'imprimeurs avant? C'est parce qu'à Laon, il n'y avait pas énormément de travail. L'essentiel du travail, c'était ce que donnait l'évêque à faire aux imprimeurs. Donc, il était très important de pouvoir mettre. Donc là, il est simplement écrit « proche la porte du cloître Notre-Dame », mais là, il est écrit, voilà, allant chez à Grand-Renson, imprimeur du roi et de Monseigneur l'évêque. Donc, quand on est imprimeur de l'évêque, on a en quelque sorte des commandes qui arrivent régulièrement. Donc, pour vous parler de ces imprimeurs, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que, en fait, Allan, à Grand-Renson, est resté donc pendant 47 ans, de 1661 à 1708, et à Grand-Renson n'a imprimé que 30 titres, alors qu'ensuite, les imprimeurs qui ont suivi ont imprimé en 80 ans 175 titres. Donc vous voyez le besoin d'écrit qui se présente dans la ville de Laon. Donc François Meunier prend la suite. Et il marie sa fille Marguerite à Charles-René Courtois. Donc ensuite vient Charles-René Courtois. Ensuite vient Jean Calvet qui reste quelques années. En fait, Jean Calvet vient de Toulouse. Il reste 2 ans à Paris et ensuite il vient dans les brumes du Nord. Après avoir connu le soleil de Toulouse, donc lui aussi a réédité, l'histoire de l'image de Notre-Dame de Liesse. Ensuite, la succession passe à Pierre-Augustin Courtois, donc qui lui était au contraire né à Laon en 1749. Il y avait même de l'éducation. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à la rhétorique. La rhétorique, c'est-à-dire la classe de première. Vous savez que, généralement, on s'arrête à la fin de ce qu'on appelle, sous l'Ancien Régime, les petites écoles. Les petites écoles, c'est-à-dire l'école primaire. Mais les ouvriers typographes, bien souvent, vont plus loin, et cette grande qualité des ouvriers typographes, on la retrouve aussi dès l'Ancien Régime. Vous voyez, dès l'Ancien Régime, donc Pierre-Augustin Courtois est allé plus loin que les autres en allant jusqu'à la classe de rhétorique, si vous voulez. Rhétorique, c'est la première, philosophie, c'est la terminale, puis ensuite, pour ceux qui veulent poursuivre à l'université, c'est possible. Donc voilà, il reprend l'imprimerie paternelle. Alors, comment les choses se présentent à la fin de l'Ancien Régime? Eh bien, quand la monarchie revient en 1814-1815, eh bien, la dernière œuvre de Courtois, ça a été d'imprimer l'histoire de Laon, de Devime. Et
De même, le manuel historique du département de l'Aisne a été imprimé par Courtois. Donc voilà cette présentation des différentes personnes qui ont vécu dans cette ville. J'ai fait ça pour d'autres villes de France, mais mis à part le côté que ces gens se marient entre eux, ça devient finalement assez... c'était très en vogue hein, quand Hensel a écrit l'article que j'ai utilisé à l'instant. Il parlait de la Gallia Typographica qui a été faite, si vous voulez, à une époque où on allait dans les archives et puis on voyait combien de presses avait l'entreprise, donc entre 2 ou 3 presses. On faisait le bilan des livres à la fin de la vie de la personne, mais ça n'est pas extrêmement... Enfin, disons qu'aujourd'hui, on n'écrit plus l'histoire comme ça. C'est important de le savoir, mais aujourd'hui, on n'écrit plus l'histoire comme ça. En revanche, je passe maintenant à la troisième partie. À la troisième partie, en voyant comment ces livres étaient utilisés. Alors, je vais parler de ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire les pèlerinages. Donc, vous savez qu'il y a 2 pèlerinages, plutôt 3 pèlerinages importants à l'an, plutôt dans notre région. Tout d'abord, la Sainte-Face, qui était donc dans un monastère, qui avait quitté la Thiérache et qui était venu dans un monastère près de Laon. Ensuite, bon, ça c'est un document qui a été imprimé chez Renson en 1682. Le triomphe du Saint-Sacrement, vous savez, qui a eu lieu pendant la guerre de religion. Nicole Aubry était parti de la Thiérache. Pendant la guerre de religion, elle a été l'hostie, finalement, a fait partir le démon. Donc voilà, la Sainte Face qui est représentée sur une image de Notre-Dame de Liesse. Vous voyez, la Sainte Face qui est là, ce sont 2 photos mises l'une près de l'autre. Hein. Donc, vous voyez la Sainte Face avec Ecce Homo, et ici, vous avez donc Notre-Dame de Liesse. Un autre pèlerinage très important, donc ici encore Notre-Dame de Liesse, et de l'autre côté, vous avez Saint-Marcoux, un Saint-Marcoux de Corbeny. Donc, si vous voulez, dans l'Aisne, vous avez 3 sanctuaires importants, Saint-Marcoux de Corbeny, la Sainte Face de Laon et Notre-Dame de Liesse. Donc, si vous voulez, à partir de maintenant, on va prendre ce livre pour voir ce que les pèlerins en faisaient. On va faire d'études théologiques, mais on va voir comment les pèlerins utilisaient ce livre, comment les pèlerins le consommaient en quelque sorte. Donc, pour lire un livre, bien évidemment, il faut savoir lire. Et vous savez qu'il y a différentes manières de lire. Bien longtemps, la lecture oralisée perdure. C'est-à-dire quelqu'un mime en quelque sorte, par exemple, pour Notre-Dame de Liesse, voilà, 3 chevaliers en XIIe siècle partent en croisade. Donc voilà, quelqu'un, à la veillée, mime les chevaliers qui partent en croisade. Il raconte tout ça, il y a une assistance à la veillée, donc tout le monde l'écoute bouche bée et tout le monde est très content. Mais c'est en quelque sorte une lecture oralisée ou même mieux, une lecture mimée. De même, dans les livrets de pèlerinage, dans ce livret de pèlerinage, la deuxième partie qu'on trouve, ce sont les miracles légendaires. Les miracles légendaires, c'est par exemple, quelquefois des choses qui viennent, bien souvent, des fabliaux, qui viennent du Moyen-Âge. Et voilà par exemple tout ça pour vous montrer que le miracle a une histoire. Parce qu'on pense aujourd'hui que les miracles, c'est quelque chose de très sérieux, il ne faut surtout pas rire quand on parle de miracles. À Lourdes, il y a un bureau des miracles. Or, le miracle n'a jamais été
toujours conçu comme ça. Il y a souvent eu, selon les époques, différentes définitions de miracle. Et le fabliau met en scène quelquefois des personnes qui ont été miraculées, mais ce sont des fabliaux. Le point de départ, c'est de faire rire les gens à la fin du Moyen-Âge. Ça continue jusqu'au XVIIe siècle. Donc, je prends l'exemple de cette belle-mère qui est amoureuse de son gendre. Je l'ai peut-être déjà raconté, je ne sais pas. Et donc, pour montrer qu'il n'en est rien, elle assassine son gendre. Mais elle a des remords, elle veut se confesser à un prêtre. Mais le prêtre va abuser d'elle. Donc, finalement, le prêtre va la dénoncer à la justice. On met la belle-mère sur un bûcher, on essaye de mettre le feu au bûcher, mais le bûcher ne prend pas. Et donc voilà, tout ça pour vous donner la spécialisation de Notre-Dame de Liesse, en faisant lire tout le monde, mais tout ça pour vous montrer que le but de la personne qui raconte l'histoire, certes il y croit un peu, mais le but c'est aussi d'amuser les personnes qui l'écoutent et de donner la spécialisation de Notre-Dame de Liesse. Quelle est la spécialisation de Notre-Dame de Liesse? Ça n'est pas d'obtenir des enfants aux reines de France, mais c'est de redresser les personnes emprisonnées à tort. Les 3 chevaliers ont été fait emprisonner à tort au Caire. Donc Notre-Dame de Liesse rectifie les personnes emprisonnées à tort. Et pour vous montrer aussi que dans ces miracles légendaires, les choses ne se posent pas de manière scientifique, là je vous ai parlé du miracle de la belle-mère. Mais le premier miracle, d'ailleurs si vous allez à Liesse, vous le verrez, puisque dans la sacristie, là où on vend des objets, eh bien, le prince de Monaco, dans les années 1930, a dit « Je souhaiterais qu'on peigne le premier miracle de Notre-Dame de Liesse ». Donc, allez voir le premier miracle de Notre-Dame de Liesse qui a été peint dans les années 1930, et vous verrez là le bon larron. Le bon larron, c'est quelqu'un qui était un bon père de famille, mais qui n'est pas de quoi nourrir ses enfants, donc il a volé du grain. Donc il a été condamné par la justice, donc on l'a pendu, mais il est resté au bout de son gibet pendant 3 jours sans mourir, donc parce qu'un ange l'aurait soutenu. Donc, si vous voulez, il ne faut pas chercher dans ces miracles une quelconque vérité historique parce que le but n'est pas là. Donc ensuite, l'autre partie qui vient, c'est au contraire des choses qu'on peut lire en soi. Par exemple, les miracles historiques. Qu'est-ce qu'un miracle historique? Si vous allez par exemple aux archives départementales de Reims, vous verrez qu'à Corbeny, au XVIIe siècle, c'est-à-dire après la Réforme catholique, eh bien, on ne souhaitait plus de ces choses fausses, comme ces miracles légendaires, mais on souhaitait des choses qui soient attestées par un médecin, donc des scrofuleux, des gens touchés par les écrouelles, se rendaient à Corbeny. Vous savez que depuis une dizaine d'années, le pèlerinage a repris et souhaitaient être guéris. Donc soit on est guéri par saint Marcoux de Corbeny, soit on est guéri par le roi de France. Vous savez que le roi de France avait le pouvoir de guérir des écrouelles également. Et donc là, on a des documents écrits par des médecins disant que j'ai soigné telle personne pendant des années, cette personne n'a pas réussi à guérir, donc je l'ai envoyé à Corbeny. On l'envoie à Corbeny, et à Corbeny, le miracle se produit, c'est-à-dire que la personne est guérie des écrouelles. Je précise que le but de l'historien, ce n'est pas de dire que la main de Dieu est intervenue ou pas. Le but de l'historien, c'est de dire qu'à ce moment-là, on croyait au miracle, qui a par exemple permis de créer
la chapelle miraculeuse de Liesse. Donc c'était quelque chose qui a joué un rôle dans l'histoire. Et à d'autres personnes, à d'autres moments, on y croit moins. Mais c'est surtout pas de voir une intervention divine ou pas. Alors, par ailleurs, une chose qui se développe beaucoup au XVIIe siècle, après cette lecture oralisée qui continue, par exemple quand on lit le légendaire ou quand on lit les miracles légendaires, c'est la lecture silencieuse. Lecture silencieuse qui est différente de l'autre. Parce que quand on lit pour soi-même, on peut lire des choses. Je pense par exemple à un mouvement qui s'appelle la Devotio Moderna, qui était très importante à la fin du Moyen-Âge. On a écrit un livre, L'imitation de Jésus-Christ. Peut-être avez-vous lu ça dans votre enfance, je ne sais pas. En tout cas, dès lors qu'on pense par soi-même, eh bien, on peut lire des choses qui sont tout à fait différentes. Et bien souvent, les pèlerins utilisaient des choses qui sont, là encore, dans ce livre, mais c'est une autre partie de ce livre. Vous voyez qu'à la différence d'un livre de Jean-Jacques Rousseau ou de Molière, on ne lit pas tout de la même manière. En fait, un livre de pèlerinage, c'est une bibliothèque. On ne lit pas tout de la même manière. Donc, si vous voulez, les miracles historiques, on les lit d'une autre manière, mais aussi, pourquoi fait-on le pèlerinage à partir de la Réforme catholique, et surtout, pourquoi fait-on le pèlerinage à la fin du XVIIe siècle? Eh bien, c'est parce qu'on souhaite faire une sorte de recollection, une sorte de retraite spirituelle. Voilà pourquoi les pèlerinages, qui n'attirent plus l'élite. Donc, on s'est dit, puisque ça n'attire plus l'élite, ça n'attire plus personne. Mais quand on regarde un document qui se trouve, donc le document G203 qui se trouve dans cet établissement, on se rend compte que les demandes de messe à Liesse ne font que, à partir des années 1760, ne font qu'augmenter pour retrouver le niveau de 1720. Donc, on peut appeler les neuvaines, par exemple, un exercice de ruminatio. Alors, les livres dont je vous parle, en fait, il y a des pages sur lesquelles c'est imprimé, et puis il y a des pages qui sont blanches. Donc, que font les personnes? Donc, que fait cette blanchisseuse qui n'avait pas de papier pour noter ce qu'elle devait faire? Eh bien, si on regarde bien, eh bien, moi je vois en haut 4 paires de draps, 29 chemises. Donc, tout ça pour vous dire que le livre de pèlerinage, parmi les usages qu'on en fait, eh bien, ça peut être aussi une chose de ce type. Par ailleurs, les livres de pèlerinage se présentent toujours de la manière suivante. Là, vous avez sur la page de titre, donc le titre, et en face, vous avez le maître-autel. Sur le maître-autel, pour le pèlerin, c'est important parce que le pèlerin pourra rapporter chez lui un ouvrage particulièrement sacré puisqu'il aura près de lui le maître-autel de Liesse sur lequel on voit des ex-voto. Vous savez ce que c'est qu'un ex-voto? Vous connaissez les ex-voto peints qu'on trouve en Provence, en Italie, mais il y a aussi des ex-voto, aujourd'hui on met les ex-voto du marbre sur lequel on dit merci, et puis voilà. Alors que sous l'Ancien Régime, on mettait des jambes, alors, des béquilles. Alors, quand on était riche, on mettait une béquille, une jambe en métal. Si on était riche, on mettait une jambe en argent. Si les femmes avaient un cancer du sein, j'ai retrouvé ça dans les registres, dans les archives de Liesse, eh bien, une femme peut offrir, par exemple, une mamelle d'argent. Si elle était plus riche, elle pouvait offrir une mamelle d'or. Donc,
le livre a aussi une efficacité en lui-même. Le livre, même si on ne le lit pas, a aussi une efficacité en lui-même. Le livre a aussi une efficacité thaumaturgique. Surtout pour les personnes qui ne savent pas lire. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'images, en particulier dans les livres de Liès, parce que l'image, c'est une pédagogie pour les personnes qui sont peu, enfin disons qui ne savent pas vraiment lire. Alors une autre manière de s'approprier le livre, c'est de mettre ceci. Alors c'est écrit. C'est un ex libris. Ex libris, ça veut dire parmi les livres d'eux. Donc, ex libris de la famille de Trétaigne. Donc, à cette époque-là, Maxime de Sars avait un magnifique ex libris. Le comte d'Alzey-Dormois également. Le plus bel ex libris que j'ai vu, c'est celui de Monseigneur Menché. Magnifique ex libris que j'ai vu donc à l'évêché de Soissons. Alors, contrairement aux autres livres, les livres de pèlerinage sont peu annotés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'appartiennent pas à une personne particulière, si vous voulez. Ils appartiennent à un groupe, donc personne ne peut s'approprier un livre qui appartient à tout le monde. En revanche, ce qui existe également, ce sont des livres de pèlerinage qui sont réécrits. Par exemple, ce livre-là, donc de la Restauration, a été réécrit. Il se trouve que j'habite tout près du monastère de l'Essor de l'Enfant Jésus à Reims, et donc elles conservent leurs archives. Mes archives depuis au moins le début du XIXe siècle. Donc, je suis allé voir leurs archives, et donc chaque religieuse avait un ouvrage qui lui était spécifique, où elle écrivait ce qu'elle souhaitait. Donc voilà, ça commençait de la manière suivante, un aux filles de la communauté. Donc voilà, c'est une religieuse particulière, sœur Clouet, sœur Marianne Clouet, du Saint-Enfant Jésus de Reims, qui commence en rédigeant la règle de Nicolas Roland du XVIIe siècle. Alors, sur la page de couverture, il est écrit, donc comme vous le voyez ici, voilà, à l'usage. Alors, vous voyez, il n'est pas écrit à Sœur Clouet. C'est à l'usage de Sœur Clouet. Elle n'est pas propriétaire du livre. Et donc, elle fait partie de la congrégation du Saint-Enfant Jésus. Vous voyez ici le Saint-Enfant Jésus. Alors, l'avantage des livres qu'on trouve chez les sœurs de Saint-Enfant Jésus, qu'est-ce que c'est ? Quand un livre arrive, par exemple, à la bibliothèque municipale de Laon, un livre de religieuse, que fait-on immédiatement ? On retire toutes les images. Alors que là, on n'a pas retiré toutes les images. Donc c'est une personne qui est entrée à l'Enfant Jésus vers 1808 et qui s'est constitué ce livre dans lequel on a gardé les images. Donc, vous reconnaissez cette personne, Sainte Geneviève qui a repoussé Attila au 5e siècle. Vous connaissez l'église Sainte-Geneviève, qui aujourd'hui est le Panthéon. Donc voilà, Sainte-Geneviève qui garde ses moutons. C'est très intéressant. Sainte-Geneviève, qu'est-ce que ça symbolise ? Sainte-Geneviève, ça symbolise la personne qui a rejeté Attila. Pour une personne qui vit à l'époque où règnent les frères de Louis XVI, ça veut dire quelque chose. De même que ses parents lui ont certainement raconté, puisqu'elle est née vers 1780-90, ce que les révolutionnaires avaient fait je ne sais pas, aux écoles catholiques par exemple, puisque l'Enfant Jésus tient des écoles catholiques. Alors que trouve-t-on auparavant ? Là vous voyez,
on voit, vous voyez, le chiffre 3. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont collées dans le livre avant l'écriture de la règle que vous avez vue tout à l'heure et qui portait le chiffre 5. Donc, c'est une antienne à Saint Nicolas de Tolentino. Et ça nous donne exactement quelle pouvait être la spiritualité de cette religieuse. Voilà, ce pain étant béni. Donc, si vous voulez, c'est un document, c'est une feuille qui a été collée au début de ce livre de la religieuse. Ce pain étant béni a la puissance par les mérites de ce grand saint, donc Saint Nicolas de Tolentino, qui est un Augustin, partie d'un ordre religieux qu'on appelle les Augustins, et les Augustins avaient un couvent juste à côté des Sœurs de l'Enfant Jésus. Il faut dire à genoux, avec une ferme foi, 3 fois le Pater Noster, Ave Maria, en l'honneur de la Très Sainte Trinité, le Solem Regina, en l'honneur de la Très Sainte Vierge, et l'antienne, le verset et l'oraison de Saint Nicolas de Tolentino, ensuite, etc. Et donc, on guérit grâce à cela de manière quasi magique. Non, magique, c'est un peu péjoratif, mais on guérit de tous les fléaux qu'on a sur soi, en particulier des maladies. Alors, pourquoi je vous montre ceci? Parce qu'à la page 141, vous avez une prière donc, qui a été imprimée chez un imprimeur de l'an, qui a été recopiée. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, je vous remets à l'époque des années 1820, que se passe-t-il au château de Marchais? Vous savez pourquoi le château de Marchais a été construit? Pourquoi l'archevêque de Reims a fait construire le château de Marchais? Il a fait construire pour que les rois pèlerins de Liesse aient un gîte digne de leur nom. Et donc, à cette époque-là, au miracle, la duchesse de Berry est enceinte. On pense que la lignée des Bourbons va continuer. On ne sait pas ce qui se passera en 1830, évidemment, que la lignée des Bourbons va continuer. Et voilà ce qu'écrit Sœur Clouet au sujet de Liesse, où les grands et les pauvres de la terre viennent depuis tant de siècles implorer votre assistance, où une princesse Auguste, donc la duchesse de Berry, à l'imitation des anciens rois de France, vient de déposer à vos pieds ce royal enfant, donc le futur Henri V, qu'elle vous a consacré, cet enfant miraculeux, dont la naissance vous fut demandée, ô consolatrice des affligés, avec une si vive confiance dans l'abîme de ses malheurs. Donc finalement, pour Sœur Clouet, entrons dans la psychologie de Sœur Clouet, entrons dans ce que les imprimeurs de l'an imprimaient sous l'Ancien Régime. Elle pense qu'avec le retour des Bourbons, eh bien voilà, la dynastie va continuer par cet enfant du miracle, tout comme en 1638, eh bien, Louis XIV est né. Vous vous souvenez du reste du vœu de Louis XIII, qui avait consacré la France en remerciement de la naissance plutôt en prévision de la naissance, puisque Anne d'Autriche était encore enceinte, que la dynastie continuerait, et de fait, la dynastie a continué. Donc, voilà, je voulais tout d'abord, en conclusion, parler de ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire les imprimeurs de l'an, mais il faut replacer ceci dans une perspective plus large, parce que, à mon avis, c'est l'imprimerie qui fait passer d'une période, certes où les gens étaient cultivés, mais qui a développé cette culture par les livres qui se sont beaucoup développés dans le monde entier. Et cette découverte, c'est donc la découverte de Gutenberg, c'est-à-dire l'imprimerie. Je vous remercie. À part les livrets de pèlerinage, qu'est-ce que les imprimeurs de l'an imprimaient? Ils imprimaient des statuts synodaux. C'est-à-dire que quand on fait un synode réformateur, vous savez, il y a eu un synode sur la famille à Rome.
Donc, à la suite d'un synode, eh bien, on imprime des statuts synodaux, on imprime des livres de messe. Parce que vous savez, après les 40 années de guerre de religion, après les guerres de religion, il n'y avait pas d'imprimeur allemand à ce moment-là, même si on faisait appel aux imprimeurs de Reims à ce moment-là. Mais par exemple, le corps de ville a besoin d'imprimer des ouvrages, par exemple, concernant les coutumes de la région de Laon. Mais ça ne faisait pas... Vous voyez, il y a toujours un seul imprimeur à Laon. Ça n'est pas très important. Mais dans ma partie écrite, je ferai des statistiques. Mais vous verrez que le religieux est largement majoritaire. Alors, le plus difficile, c'est de poser la première question. Vous avez entendu, vous connaissez le père Marcel Jousse, pour qui apprenait les récits évangéliques. Vous avez évoqué le style oral. Oui. Il était issu justement de la campagne. Oui, il était au Sacré-Cœur. Vous parlez de quelqu'un qui vivait sous l'Ancien Régime ou qui vivait... Qui a mis au point, j'allais dire... oui, une méthode du Xe siècle. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Dans la récitation. Tout à fait. Oui, j'ai des amis qui ont suivi une méthode à Paris concernant ce prêtre. Oui. Oui, tout à fait. Moi de même. Pardon? Moi de même. Voilà, oui. C'est une méthode qui est très répandue, en fait. Eh bien, c'est souhaitable oui. qu'elle se répande justement pour la mémoire. Oui, tout à fait. On est imprégné. Je sais qu'au Sacré-Cœur à Reims, un prêtre ou un frère des écoles chrétiennes avait ce type de pédagogie avec les collégiens et les lycéens. On n'a pas très bien compris de quoi vous parliez. Parce que Pardon? vous parlez entre initiés, mais nous... Alors non, madame, qui est certainement institutrice et professeure des écoles, non? Non? Enfin, disons que à l'Institut catholique, peut-être ailleurs aussi, il y a différentes manières d'enseigner. Je sais que dans mon village, pas très loin de Liesse, monsieur Flamand avait suivi la méthode de monsieur Freinet. Mais il y a aussi d'autres manières d'enseigner, par exemple la manière de ce père Jousse qui faisait que l'imprégnation orale pour les enfants était très importante. La mémorisation. Voilà, la mémorisation. Vous avez parlé de la Sainte Face et oui. J'ai été sensibilisée quand j'ai reçu l'invitation parce que je n'habite pas très loin de Rocquigny, oui. Dont fait partie Montreuil-les-Dames. Montreuil-les-Dames. Voilà, oui. Et le maire de Rocquigny ne demande qu'à expliquer tout ceci. Et aussi dans l'église, il y a des vitraux qui relatent toute cette histoire. D'accord. Je pense que personnellement, je ne le connais pas suffisamment et j'ai été vraiment très touchée que ce soit la première impression à Laon. Oui. Non, je crois qu'il y a dû en avoir à Paris au début du XVIIe siècle. Oui. Ça me touche beaucoup. Oui. Ce qui est intéressant quand on fait des conférences, certes, j'espère vous avoir apporté quelque chose, mais ce qui est très important, c'est que les gens m'apportent aussi quelque chose. Vous avez parlé de Monseigneur Menché. Oui. Oui. C'est assez récent. Oui, c'est récent pour l'historien. Pour l'historien, c'est quelqu'un qui vivait hier, puisque c'était l'évêque de Soissons au moment du 8e centenaire, en 1934. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui était au petit séminaire avec le comte d'Alzey-Dormois. Et alors donc, il y avait un petit séminaire à Liesse.
Oui. Liès, si vous voulez, c'était à la fois l'hôtel. Donc il y avait bien sûr la chapelle miraculeuse qui est devenue basilique, qui est devenue église paroissiale à la Révolution, et qui est devenue basilique en 1913. Par ailleurs, au XVIIe siècle sont arrivées les dames de Saint-Maur. Pourquoi? Parce que Marie de Guise, donc, qui logeait au château de Marché-Liès, avait confié l'Hôtel-Dieu à des dames de Saint-Maur qui, à la fois, faisaient la classe aux enfants et s'occupaient des vieillards qui étaient là. Donc, ça fait un deuxième pôle religieux. À côté, il y avait la fontaine miraculeuse. Ensuite, les dames de Saint-Maur ont ouvert une école primaire et un collège qui existe toujours, donc sur la route de Montcornet. Il y avait les Clarisses et il y avait aussi les sœurs réparatrices, donc juste en face. Et il y avait donc aussi un petit séminaire que les Biodel qui appartenait déjà à l'Église, à l'Église, au XVIIIe siècle, qu'ils ont racheté au XIXe siècle pour en faire un petit séminaire. Jusqu'en 1905, c'est ça? Jusqu'en 1905, oui, tout à fait. Oui, alors j'ai appris que le château de Marché avait été construit pour accueillir les rois. Oui, tout à fait, oui. Donc maintenant, il appartient à la famille de Monaco. Oui. À l'époque où la princesse Charlotte y habitait, on pouvait le visiter, mais régné depuis son fils, ça n'est plus possible. Il y avait le père de Polignac qui venait régulièrement à Liès et qui passait chez nous. D'accord. Très bien. Merci. Plus d'autres questions? Bon, écoutez, merci encore. Merci.